Radio J, réponse sans tabou, Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Radio J. Pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou, j'ai le plaisir de recevoir le président du Consistoire de France, Élie Korchia. Bonjour. Bonjour Rafi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il faut rappeler aux auditeurs que le Consistoire de France a été créé par Napoléon en 1808 pour administrer le culte israélite et toujours désireux d'intégrer le judaïsme français. L'Assemblée du Consistoire élit le grand rabbin de France et son président. Vous-même avez été élu le 24 octobre 2021. Vous êtes un jeune avocat du barreau de Paris et certains ont vu en vous, Élie Korchia, la nouvelle voie du judaïsme français au regard de votre parcours. Cela vous paraît une évidence pour certains, mais cela vous surprend, Élie Korchia ? Non, évidemment, lorsque il y a un nouveau président du consistoire en France, c'est toujours un événement au niveau de la communauté juive. Et alors la nouvelle voie, je ne sais pas, je n'aime pas trop les choses uniques, mais une nouvelle voie, c'est une évidence, puisque nous portons une voie importante dans notre pays, la voie, en tout cas, du judaïsme français, que ce soit le grand rabbin de France sur le plan spirituel, que ce soit le président du consistoire central de France. Et donc oui, c'est une nouvelle voie dans le débat et que j'essaye de porter depuis un an en essayant de faire de mon mieux. Depuis un an ? Oui. Alors, avant de parler du Consistoire de France et de rentrer dans la dentelle, Élie Korchia, rappelons quand même que vous êtes toujours cet avocat combatif, acharné, exemplaire pour la justice lors des procès des attentats de 2015. 8 ans après, avec le recul, quelles réflexions, quelles leçons tirer aujourd'hui après l'hypercachère ? Écoutez, vous avez raison de le dire. J'ai accompagné principalement, parmi les personnalités, les personnes que je représentais, j'assistais 2 personnes qui sont Zari Siboni et Andrea Chamak, qui étaient les 2 anciennes salariées, bien sûr, ex-caissières du magasin, ce terrible 9 janvier 2015. Et lorsqu'elles m'ont demandé de les accompagner, c'était parce qu'elles voulaient vraiment que l'horreur, que ce qui s'est passé ce jour-là, l'antisémitisme terroriste de l'islamisme radical qui a pénétré dans ce magasin et qui a tué ces quatre hommes, notamment devant elles, pendant une prise d'otage très longue. En général, vous savez, les attentats terroristes durent très peu de temps. Ça se compte en minutes. Là, c'est 4 heures et 4 minutes d'horreur qui ont eu lieu dans le magasin hypercachère, dans l'épicerie hypercachère. Et donc, lorsqu'elles m'ont demandé de les accompagner, c'était évidemment pour relater ce qu'elles avaient vu, ce qu'elles avaient vécu, ce dont elles avaient souffert, rappeler aussi la mémoire de ces 4 victimes, mais aussi montrer comment l'antisémitisme était au cœur des attentats de janvier 2015, à une époque, rappelez-vous, où au début, on parlait principalement de l'attentat de Charlie Hebdo, qui avait le plus de retentissement au niveau national et international, très peu de l'attentat de la Porte de Montrouge, de Clarissa Jean-Philippe, et un peu évidemment de l'hypercachère. Et donc ce qui était important, c'était de montrer dans ce procès qui concerne les 3 attentats, puisque les terroristes, que ce soit les frères Kouachi ou Hamedi Koulibaly, s'étaient synchronisés. Nous le savons, c'est dans le dossier de procédure. La justice l'a traité en faisant un seul procès pour 3 scènes de crime, 3 attentats différents. 7 janvier à Charlie Hebdo, 8 janvier Porte de Montrouge. Et vous savez ce que j'en ai dit d'ailleurs sur les liens possibles qui pouvaient exister entre cet attentat et l'attaque possible aussi d'une école juive. Et puis le 9 janvier, l'attentat antisémite, terroriste de l'hypercachère. Et c'était important pour moi de montrer, de développer tout cela, comme je l'ai fait en première instance en 2020, en appel devant la seconde cour d'assises qui a jugé ce dossier avec des condamnations importantes, puisque tous les accusés ont été condamnés, que ce soit en première instance ou en appel, et puis porter la voix de ces parties civiles, comme vous l'avez dit. C'était une mission pour moi de le faire, puisque dans ma carrière d'avocat et en même temps dans ma mission bénévole pour la communauté juive, et notamment depuis ces derniers mois, ces dernières années, eh bien j'ai pu avoir l'opportunité, de par mon métier, de par ma profession, de pouvoir agir aussi contre l'antisémitisme sous ces 2 aspects, à la fois comme avocat et à la fois comme militant associatif bénévole. Et c'est ce que j'avais déjà fait lors des procès, évidemment, des attentats de Toulouse et Montauban, où j'avais accompagné Samuel et Myriam Sandler, et j'ai pu le faire ensuite en accompagnant Zari Siboni et Andrea Chamak, et en faisant notamment ce que j'ai fait en étant présent tout le temps
Ça vous avez consacré beaucoup de temps. Ah, c'était fondamental pour moi. D'abord, la préparation en amont, puisqu'évidemment, j'ai accepté d'accompagner Samuel Sandler et Myriam, ou ensuite Zari Siboni et André Chamac, pro bono, bien évidemment bénévolement, sans jamais leur avoir demandé aux uns et aux autres, évidemment, le moindre euro. J'ai voulu les accompagner dans ce travail pour la justice, pour la mémoire. Vous semblez avoir un sacerdoce dans cette affaire-là, de défense d'hypercachère. C'était pour vous très important d'être présent, et en plus, bénévolement. Vous savez, les accompagner, ces personnes-là, il fallait les accompagner avec toute la force et tout le sérieux possible. Il n'était pas question pour moi, évidemment, de demander quoi que ce soit à Samuel ou Myriam Sandler, ça aurait été complètement fou, ou de demander quoi que ce soit à Zari Siboni et Andrea. Mon devoir était d'être, quand ils m'ont sollicité, d'être avec eux, à leur côté, comme l'ont fait d'autres confrères ou d'autres consoeurs qui ont très bien assisté les parties civiles dans ces différentes procédures. Moi, mon devoir, c'était d'être là, parce que depuis 10 ans, notre pays a connu un nouveau terrorisme. Une nouvelle phase du terrorisme en France, c'est ce qu'on peut appeler l'an zéro du terrorisme islamiste qui a tué à partir de mars 2012, puisque mars 2012, je l'ai dit, je l'ai plaidé, c'est la matrice des attentats qu'on a connus en 2015, sauf que, et surtout en janvier 2015, novembre 2015, on passe encore à un autre stade, sauf que on ne prend pas collectivement conscience en mars 2012 de ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous ne constatez pas, pardon, Monsieur le Président Élie Korchia, est-ce que vous ne constatez pas une espèce de nouvelle solitude des Juifs de France? Moins maintenant. Je pense que c'était surtout le cas en 2012. Je pense qu'effectivement, les victimes, notamment de l'école aux Oratora, comme les victimes d'ailleurs militaires qui étaient tombées à Toulouse et Montauban, et je l'ai plaidé, je l'ai dit, et ça a été relayé notamment dans la presse, ces victimes-là sont restées trop longtemps dans l'angle mort, dans l'angle aveugle de notre conscience collective. Et c'est à partir de l'année 2015 que là, on comprend effectivement énormément de choses, et on comprend que ce ne sont plus des attentats ciblés, qu'en fait les cibles, qu'elles étaient militaires, que ce soit des Juifs dans une école, avec le décès de Jonathan Sandler, je pense à lui ce matin, aux enfants Arié, Gabriel Sandler ou Myriam Monsonego, comme ensuite les 4 victimes de l'hypercachère, eh bien, ces victimes-là, c'était des vigies de la République. Je l'ai plaidé, ça aussi. On a compris à partir de janvier 2015, les attentats de Charlie Hebdo, de la policière de Montrouge, Clarissa Jean-Philippe, et les 4 victimes auxquelles je pense ce matin, de l'hypercachère, on a compris que c'était des vigies qui sont tombées avant que toute la France soit ciblée. Puisqu'à partir de novembre 2015, tout le monde comprend bien que quand on tue des gens sur des terrasses de café ou aux abords du Stade de France ou au Bataclan, dans une salle de spectacle, on est dans une menace qui devient diffuse pour toute la société française. Mais cependant, et ça je l'ai plaidé aussi il y a quelques semaines lors de la plaidoirie pour les victimes de l'hypercachère en appel, j'ai paraphrasé George Orwell. Vous vous rappelez de cette fameuse sentence très célèbre du livre de George Orwell, La ferme des animaux, qui est publié en 1945, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Orwell nous dit « Tous les animaux sont égaux, mais certains animaux sont plus égaux que d'autres ». Phrase, on l'a tous étudiée quand on était collégien ou lycéen. J'ai expliqué qu'à partir de novembre 2015, tous les Français sont égaux face à la menace terroriste, et la France le comprend. Mais les Français de confession juive, eux, restent plus égaux que les autres face à la menace terroriste. On l'a vu encore en 2015, comme on l'avait vu en 2012. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit. Ça a été prononcé pendant vos plaidoiries? Bien sûr, ça faisait partie de ma plaidoirie. D'ailleurs, le CRIF m'avait demandé ensuite de publier cette plaidoirie en ligne, sur Internet, qu'on retrouve tant en première instance qu'en appel. Et c'était des messages que je souhaitais faire passer, parce qu'il y avait d'ailleurs une unité parmi les parties civiles, comme en 2012 entre les familles de militaires et les familles juives endeuillées, comme en 2015 entre la famille par exemple de Clarissa Jean-Philippe qui était là, les victimes ou les survivants ou les familles de victimes de l'hypercachère, et puis de Charlie Hebdo, et nous qui étions avec les personnes liées au drame de l'hypercachère. Je pense par exemple au papa de Johan Cohen, Eric Cohen, qui était là tous les jours du procès et à qui j'ai rendu hommage notamment lors de ma plaidoirie. Alors, on a vu un peu cette page lumineuse de votre plaidoirie de la défense, de la justice pour les victimes de l'hypercachère. Et maintenant, on va revenir à cette nouvelle fonction que vous occupez depuis un an. Élie Korchia, vous êtes président du Consistoire de France. Vous avez sillonné toute cette année toutes les communautés de l'Hexagone.
vous avez prononcé de nombreux discours qui vont d'ailleurs marquer l'histoire, puisque parfois votre plaidoirie va être publiée. Vous avez participé à toutes les cérémonies républicaines. Vous avez soutenu la journée, cette grande journée de Rachi, un hommage à Rachi dans la ville de Troyes le 10 juillet dernier. Qu'avez-vous appris, Élie Korchia? Qu'avez-vous découvert à travers toutes vos rencontres de jeunes présidents du Consistoire de France dans ce périple? La communauté juive, évidemment, je la connaissais déjà, Rafi, puisque j'avais été, durant près de 15 ans, administrateur, secrétaire rapporteur et vice-président du Consistoire de Paris, et puis aux côtés de Joël Mergui, mon prédécesseur, secrétaire rapporteur du Consistoire de France pendant plus de 10 ans. Donc effectivement, j'avais déjà une connaissance de la communauté, et puis au niveau local, j'étais un jeune président de communauté, à Puteaux, quand j'étais tout jeune, et puis ensuite, j'ai eu l'honneur, effectivement, de prendre la présidence des communautés juives des Hauts-de-Seine. Donc j'avais déjà le pouls de la communauté. Mais c'est totalement différent, évidemment, lorsqu'on devient président du Consistoire de France, puisque là, on va dans toutes les communautés. Mais même en banlieue, même en région parisienne, même en province, il y a des problématiques qu'on peut retrouver. Il y a des grosses communautés, il y a des communautés moyennes qui continuent de se développer. Il y a des petites communautés qui luttent parfois pour leur survie. Mais ça, on peut le trouver que ce soit en Seine-Saint-Denis ou dans d'autres endroits d'Alsace, du nord ou du sud de la France. Ce sont des problématiques qu'on vit d'une autre manière lorsqu'on prend cette fonction effectivement de président du consistoire central, parce que je l'avais dit il y a un peu plus d'un an lorsque j'étais venu avant mon élection à votre émission. Je l'ai vécu ensuite au quotidien, je dirais avec mes tripes, personnellement, chaque jour. Chaque matin, lorsque je me lève, je sais qu'en dehors de ma famille et de mon activité professionnelle, ma vie est tournée sur cette mission communautaire pour être aux côtés de toutes ces communautés juives et les aider soit à survivre, soit à se développer, parce qu'on a bien compris aujourd'hui, et je l'ai dit notamment à Colmar, en Alsace, où j'étais dimanche dernier pour une très belle inauguration du centre culturel et communautaire de Colmar, il n'y a pas de statu quo aujourd'hui pour les Juifs de France. Soit nous irons de l'avant, nous permettrons à nos communautés de continuer à se développer, à innover, à se réinventer, soit elles diminueront si elles ne vont pas créer de nouvelles activités ou de nouvelles actions. Vous êtes en train de dire, Monsieur le Président du Consistoire de France, qu'aujourd'hui les dirigeants ne doivent pas se contenter d'être de très bons gestionnaires, mais ils doivent être aussi des visionnaires. Bien sûr, mais l'un va avec l'autre. On n'est pas aujourd'hui un bon gestionnaire si on ne pense pas à avoir une vision des projets, des actions nouvelles et concrètes pour la communauté. C'est ça qui permet aux communautés d'aller de l'avant, et c'est ça qui va leur permettre de continuer à se développer, parce que ce qui est magnifique dans notre pays, troisième communauté juive au monde, après Israël et les États-Unis, c'est que la France, depuis Napoléon et la création du consistoire en 1808, comme vous l'avez rappelé, ça va faire 215 ans, a un maillage territorial fabuleux. Vous avez dit que j'ai été aux quatre coins de l'Hexagone, c'est vrai. J'espère, pendant mes 4 ans de présidence, avoir été dans l'ensemble de plusieurs centaines de communautés à travers la France. Mais au cours de cette première année, j'ai pu aller de Lille à Marseille, de Colmar, Strasbourg ou Nancy à l'ouest de la France ou au sud-ouest, en passant par le centre du pays. J'essaye d'être présent partout, parce qu'il faut montrer à nos communautés qu'on est là pour les accompagner. Vous êtes un président de terrain. Avant tout. Alors, vous avez célébré de nombreux anniversaires, notamment l'inauguration de la nouvelle synagogue de Verdun, Troyes, bien sûr, on l'a dit, toujours à côté du grand rabbin de France, et nombreux d'entre nous ont apprécié ce duo. C'était nécessaire et bénéfique de prolonger cette action d'un duo exemplaire pour le judaïsme français ? Pour moi, c'était une évidence. On vous a vu d'ailleurs cette semaine à Bayonne. Bien sûr. Racontez-nous, parce que c'est très important Bayonne, à Bayonne. C'est un symbole d'unité. On va parler de Bayonne, vous avez parlé de Verdun, la magnifique restauration de la communauté de Verdun. On va parler de Bayonne tout de suite avec le musée juif notamment de Bayonne, que nous avons inauguré avec Raïm Korsia sous la présidence de Déborah Loupien-Suarez. On va parler aussi de Déborah, qui est ma nouvelle secrétaire rapporteur au Consistoire central, dans la nouvelle équipe d'hommes et de femmes fantastiques qui m'entourent. Ce qui est important de comprendre, et vous l'avez dit pour le grand rabbin, mon père, à la Shalom, quand il était président de communauté, jeune président de communauté, mon grand-père, qui était dirigeant de communauté en Algérie, puis ensuite en région parisienne, m'ont toujours appris que la réussite d'une communauté, mais ça se veut au niveau local, comme ça se comprend au niveau national, c'est l'unité entre ses membres, le Shalom, entre ses membres, la paix, l'harmonie, et puis
la bonne entente qui doit exister entre un président et son rabbin. Et donc, il était évident pour moi que, en arrivant au poste de président du Concert central de France, la proximité avec tous les présidents. Moi, finalement, je suis le président des présidents. C'est eux qui m'ont choisi, mais aussi quelqu'un qui souhaite être prêt, proche, en proximité, que ce soit avec les présidents, les administratrices, les administrateurs, les présidentes de communautés aussi, et les rabbins. C'est important, je pense. Tout comme le grand rabbin de France, au quotidien, dans ce second mandat qui est le sien, comme il avait fait 7 ans auparavant, est vraiment toujours à l'écoute des responsables communautaires, qu'ils soient conseil d'administration ou corps rabbinique. C'était très important pour moi de le faire, avec l'historique qui est le mien, la personnalité qui est la mienne. J'ai l'habitude de dire qu'on n'arrive jamais en écrivant des choses sur une feuille blanche. Moi, je m'inscris dans la continuité de celles et ceux qui m'ont précédé, notamment Jean Kahn, quand j'ai commencé mon action communautaire, que ce soit Jean Kahn, Alev Shalom ou Joël Mergui avant moi, en tant que prédécesseur. Ce qui est important pour moi, c'est avec l'histoire qui est la mienne, la mentalité qui est la mienne, de travailler et de le faire, effectivement, vous l'avez dit, avec un sentiment d'unité avec mon grand rabbin. On peut parfois avoir un sujet où nous ne sommes pas d'accord. L'unité, on en parlera, ce n'est pas l'uniformité. Mais si un sujet où on n'est pas d'accord, on s'enferme dans une pièce, on ferme la porte, on discute ensemble, et puis lorsqu'on va sortir, en tout cas, on aura une position commune. Parfois, il m'aura convaincu, parfois je l'aurai convaincu, mais nous sommes toujours dans l'échange, dans le débat, et chacun avec sa personnalité. Mais cette union, cette unité, je crois qu'elle se voit. Cette harmonie entre le président du Consistoire de France et du Grand Rabbin de France, c'est quelque chose qui est très utile pour le judaïsme français. C'est important à l'intérieur de la communauté et c'est capital à l'extérieur de la communauté, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics, parce que vous savez, cette unité, elle se voit, elle s'entend, elle se comprend, et c'est aussi, je pense, une des forces aujourd'hui du judaïsme consistorial. Et cette unité, je vais vous dire, Rafi, elle existe évidemment dans ce binôme qui est à la tête du judaïsme français, le grand rabbin de France, président du Concert de France, mais elle se voit aussi à travers les institutions. Je suis très proche, comme vous le savez depuis toujours, des autres institutions de la communauté, notamment des 2 grosses institutions nationales, que sont le CRIF et le Fonds social juif unifié. Je l'ai fait avec mon ami Francis Khalifa, je le fais aujourd'hui depuis quelques mois avec Jonathan Arfi, qui vient d'être élu et qui a pris la suite de Francis Khalifa, et je le fais aussi avec mon ami Ariel Goldman, qui est à la tête du FSJU et de la Fondation du judaïsme français, mais ça peut être aussi le cas d'autres grandes instances. J'ai reçu David de Rothschild régulièrement, et je suis fier de faire partie en tant que président du Concert de France, du conseil d'administration de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, mais ça peut être le cas d'autres amis, hommes et femmes, qui sont à la tête d'autres institutions. C'est important pour moi, ça peut être le Bnei Brit avec Philippe Meyer, le comité français pour Yad Vashem avec mon ami et confrère Pierre-François Veil, et j'en oublie, j'en passe évidemment certains. C'est important que nous travaillions en union, parce que nous sommes trop peu nombreux pour avoir le luxe de la division. C'est un luxe qu'on ne peut plus se permettre. Alors, Elie Korsia, vous rappelez que les Juifs de France sont très attachés à 2 principes, dites-vous. Celui vous leur dites, allez voter, et surtout, éloignez-vous des extrêmes. C'est une phrase que vous avez rejoint le président du CRIF pour rejeter les extrêmes, et vous avez appelé à rester attaché aux valeurs de la République. Bien sûr. Je suis arrivé à une période extrêmement sensible. Vous vous rappelez, je suis élu, vous l'avez rappelé, fin octobre. Nous sommes à ce moment-là avec Éric Zemmour qui fait campagne pour Reconquête. Ensuite, il va avoir le soutien de Marion Maréchal Le Pen qui va venir avant les élections présidentielles le rejoindre. En face, il y a Marine Le Pen avec le Rassemblement National qui, en pleine période d'élection présidentielle, par la voix de Jordan Bardella, nouveau président du RN, va déclarer qu'il souhaite interdire l'importation de viande cachère en France, ou ensuite de revenir sur l'abattage rituel, comme si c'était un des sujets majeurs de la campagne présidentielle pour notre pays. Donc nous prenons à ce moment-là avec le Grand Rabbin de France des positions que j'estime fortes dans les prérogatives qui sont les nôtres, encore une fois, tout ce qui touche à la liberté de pratique religieuse dans notre pays, et au fait que les Juifs ont toujours été parfaitement intégrés dans notre société, dans notre République. Vous parlez de valeurs républicaines, nous les avons toujours portées haut dans notre pays et dans notre République. Il n'était pas question pour moi qu'on vienne agiter des chiffons rouges ou vouloir remettre en cause des principes qui font que les Juifs vivent
heureux dans notre pays depuis toutes ces dizaines, voire centaines d'années. Et ça, c'était important, que ce soit pour la liberté de pratique religieuse sur l'abattage rituel, que ce soit par exemple sur le port de la kippa. Rappelez-vous de certains candidats qui venaient nous dire que s'ils étaient élus à la présidence de la République, pour eux, on pourrait être verbalisé dans la rue par rapport à une femme qui porterait le voile ou à un homme qui porterait la kippa, par exemple. Il y a des choses qui sont à un moment donné des marqueurs sur lesquels nous devons avoir une position forte. On ne peut pas être dans le laxisme ou en tout cas ne pas avoir une parole suffisamment importante. On a remarqué que vous êtes monté en première ligne avec le Grand Rabbin de France dans ce combat-là où était abordé, comme vous avez rencontré des étudiants, des élèves de classe de terminale et de première lors de vos rencontres, vous dialoguez avec tous les publics. C'est le rôle du président du Consistoire de France. Bien sûr. De rencontrer des lycéens, la jeunesse. Vous avez parlé des lycéens, par exemple. À Troyes, dans l'Aube, au mois de mars dernier, toute la région avait décidé de travailler sur le sujet de l'antisémitisme. Avec les lycées, avec les collèges. Et il y avait eu des projections de films liés à l'antisémitisme, avec une séance donc de films suivie d'un débat avec une personnalité experte dans ce domaine. Ça pouvait être un magistrat, ça pouvait être un journaliste, ça pouvait être un écrivain, ça pouvait être en l'occurrence un avocat comme moi et un responsable communautaire. Et je suis allé devant près de 70 jeunes et j'ai parlé, c'était organisé par la communauté juive locale et par la Maison Rachid de Troyes, avec le concours évidemment des autorités publiques. Je suis allé et nous avions eu une discussion passionnante sur l'antisémitisme, notamment au cours de ces 20 dernières années. Et les élèves, évidemment non juifs, qui étaient là, de lycée, ont été très intéressés par la discussion à bâton rompu que nous avions pu avoir sur ce sujet. Il y a aussi ce travail de terrain que l'on doit faire. Et quand vous parlez politique, autant je crois qu'il n'y a pas de vote juif en France, et je l'ai dit dans les différents médias nationaux lorsque j'ai été élu et aux abords de l'élection présidentielle, autant je pense qu'il y a deux faits effectivement majeurs dans notre communauté. C'est le rejet des extrêmes de par l'histoire qui est la nôtre, et puis deuxièmement, la volonté de s'engager, de voter, de participer à notre devoir civique, et ça c'était important. Et quand j'ai pris position, vous l'avez vu, ce n'était pas avant le premier tour, où là chacun peut voter comme il le souhaite, c'était avant le second tour, lorsque nous avons bien vu qu'il y avait deux projets sociétaux qui étaient proposés, l'un par Emmanuel Macron, l'autre par Marine Le Pen, et que celui qui était proposé par le Rassemblement national ne nous paraissait pas et ne me paraissait pas être dans celui qui représente les valeurs du judaïsme et de la France telle que nous la souhaitons. Donc on remarque aussi, on souligne un peu le souci que vous avez de vous adresser à la jeunesse, mais il y a d'autres problèmes que vous avez abordés l'année dernière à ce micro concernant l'évolution de la femme délaissée, de la Hagouna, du guet. Il semblerait que les choses évoluent lentement de ce côté-là. Vous allez nous dire un peu comment vous allez aborder tout ce problème. Mais vous avez parlé tout à l'heure d'une idée forte, l'unité de la communauté, que vous avez appris de votre grand-père, de votre père, l'unité de la communauté, et vous dites c'est pas l'unicité. Alors quel est votre rapport avec les autres courants de la communauté ? Parfaitement respectueux. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, si on veut continuer à avoir des enfants et des petits-enfants juifs, heureux d'être juifs dans notre pays, français et juifs, je crois qu'il est essentiel de pouvoir maintenir cette identité juive. Et mon rôle de président du Consistoire de France, et c'est la même chose pour le Grand Rabbin de France évidemment, et pour toutes celles et tous ceux qui font vivre le judaïsme français dans notre pays, c'est avant tout de maintenir cette identité. Que ce soit une identité heureuse dans notre pays, c'est ce qu'on souhaite. Pardon, excusez-moi, ces réponses sans tabou. Vous mèneriez une action commune, par exemple, avec le judaïsme libéral ? Par exemple, écoutez, sur le domaine de la mémoire, il existe des cérémonies tout au long de l'année où c'est un thème qui transcende les questions de pratique religieuse ou d'une vision religieuse. Évidemment que le Consistoire de France est là depuis 215 ans pour bâtir un judaïsme consistorial qui soit respectueux de la halakha et évidemment parfaitement ouvert sur les autres. Le judaïsme libéral, c'est une autre forme de pratique religieuse, tout comme il y a d'autres types de pratiques religieuses, que ce soit en France, aux États-Unis ou en Israël ou dans les autres pays. Mais il y a des sujets qui transcendent
toute question, et notamment sur le thème de la mémoire. Nous travaillons régulièrement lorsqu'il y a la lecture des noms, par exemple, au mémorial de la Shoah. Nous le faisons, que ce soit avec le mouvement libéral ou le mouvement, ou avec d'autres mouvements. Nous sommes tous unis sur certains sujets. Après, évidemment, je ne vais pas vous dire que le judaïsme libéral, prône une certaine tendance du judaïsme qui est différente de celle que nous prenons au consistoire. Mais ce n'est pas parce que nous avons des vocations différentes qu'il n'y a pas de respect entre les uns et les autres. Alors, un an après Élie Korchia, président du consistoire de France, dans la minute qui reste, qu'est-ce que vous diriez au public qui vous écoute ? Je crois qu'il faut s'engager pour notre communauté. Je parlais d'une identité, je veux une identité juive heureuse qui puisse continuer à bâtir dans notre pays, à construire. Je vous parlais de toutes ces manifestations, on a vécu ça à Bayonne, à Colmar, à Lille, dans toutes les villes, et je ne vous parle même pas du judaïsme qui se développe dans les gros pôles comme la région parisienne, Marseille, Alpes-Provence, Nice, la Côte d'Azur et évidemment Lyon-Rhône-Alpes. Il faut continuer à bâtir et on a besoin, quel que soit le degré de pratique religieuse, d'hommes, de femmes, de jeunes, de moins jeunes, plus expérimentés, qui viennent avec leur volonté d'apporter leur pierre à l'édifice de la communauté juive française. C'est ça mon ambition et c'est celle que je souhaite continuer à porter pour le Consistoire de France. Voilà un message d'espérance que lance le président du Consistoire de France, Élie Korchia. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. À bientôt, Rafi.